Bon, ces privatisations, effectivement, ça nous renvoie un peu en arrière aux années 86-88 et aussi aux années 90. Et je ne sais pas si pendant ces années-là, il y a eu de la naïveté de la part des dirigeants, puis aussi des Français, ou une fausse naïveté, mais il y a des choix qui ont été faits, des choix implicites qui n'ont jamais été véritablement explicités, mais ces choix, c'est celui finalement de copier le modèle américain. Le modèle américain, c'est la désindustrialisation. On délocalise dans les pays du tiers-monde pour avoir accès effectivement à des pays à bas coût de main-d'œuvre. On réimporte ensuite les marchandises. Ça permet de faire baisser les prix. Ça permet accessoirement de moins payer la classe moyenne et les classes populaires. Et ensuite, on se spécialise sur quoi? Sur la finance. Alors pour la France, sur le luxe, sur le tourisme, sur l'agroalimentaire à l'époque, et aussi sur quelques filières d'excellence où la France avait un atout technologique. Ces filières, c'était défense aérospace, c'est-à-dire l'aéronautique avec Airbus et les industries de défense, et puis l'énergie au sens large, avec le programme nucléaire notamment, les compétences acquises par EDF, notamment dans l'hydraulique, et avec un ensemble de sociétés privées qui travaillaient avec EDF. C'est Alstom, pour tout ce qui était le matériel électrique, les turbines, etc. C'était Areva, à l'époque Framatome et Cogema, et EDF, et pour maîtriser l'ensemble du cycle, notamment nucléaire. Il y avait aussi Schneider, accessoirement, et des entreprises qui fabriquaient un certain nombre de composants de la construction électrique pour équiper toute cette filière énergétique. Et puis, il y avait aussi le téléphone. Le téléphone, où nous étions, je le rappelle, au début des années 90, leader mondial. Nous avions 14% du marché mondial des télécommunications. Nous étions en avance avec les centraux numériques à l'époque électroniques d'Alcatel, et nous avions un grand ensemble qui s'appelait la CGE, la Compagnie Générale d'Électricité, rebaptisée ensuite Alcatel-Alstom, qui exerçait ses activités dans les câbles, avec une position mondiale grâce au câble de Lyon, le téléphone donc avec Alcatel, l'énergie avec Alstom, les chantiers de l'Atlantique, et CGELEC aussi pour tout ce qui était ingénierie, plus quelques bricoles de ci, de là. Dans les années 90, donc, c'est la mondialisation heureuse et la financiarisation. Et là, nos élites, nos managers, d'abord, ils se disent finalement, comme on est meilleur que les autres, on doit être payé au même niveau que les Américains, donc accessoirement on fait monter les salaires du management, et puis ensuite, on accepte cette division internationale du travail. La France, effectivement, doit battre en retraite sur la plupart des secteurs industriels, se focaliser et laisser à l'Allemagne, finalement, le reste de l'industrie, puisque c'est l'excellence allemande. On laisse accessoirement aussi aux Japonais et aux Italiens des pans entiers de nos industries. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on démantèle la CGE, on sépare Alcatel d'Alstom, un accord qui ne marche pas très bien avec les Britanniques de General Electric. Ensuite, on dépaisse Alstom, General Electric. Au passage, les actionnaires piquent la trésorerie. On privatise CGELEC avec une opération, de mon point de vue, assez scandaleuse, puisque les managers, avec des fonds d'investissement, font un LMBO. Vous savez, les Leverage Management Buyout. Donc, on privatise l'entreprise, on la délocalise d'ailleurs à ce moment-là à Bruxelles pour pouvoir ensuite la revendre en externalisant la plus-value en franchise d'impôt. Effectivement, comme en même temps, en France, on taxe sérieusement les plus-values sur le capital, donc les entreprises qui ont intérêt, les entrepreneurs, les actionnaires qui veulent faire des opérations de leverage buyout ont intérêt à se délocaliser, notamment en Belgique, où il n'y a pas de taxation des plus-values, et ensuite on fait l'opération. C'est ce qui s'est passé avec CGELEC. Et CGELEC, alors au préalable, on serre les boulons, on vend des actifs, etc. CGELEC fera l'objet de 4 LBO. Et terminera finalement dans un fonds qatari qui lui-même fera un accord avec Vinci. Reste Alstom. Alcatel part de son côté avec Schuruk, vous savez, l'homme qui disait faiblesse, plus d'usines. Et reste Alstom qui est sur 3 piliers. Les chantiers de l'Atlantique, l'énergie
et le ferroviaire, bien sûr. Grande difficulté, j'ai raconté ça dans un livre, donc je ne vais pas vous... Et en 2003, Alstom est au bord de la faillite parce que les banques françaises, notamment la BNP, en ont marre, ne veulent plus rallonger les crédits et donc menacent de pousser Alstom au dépôt de bilan. Là, il faut reconnaître à Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'économie à l'époque, le fait qu'il va retrousser les manches, il va se battre. Il tord le bras à la BNP, il oblige les banquiers à remettre en pot et il va se battre avec Bruxelles parce qu'il veut que l'État prenne 20% du capital, ce qu'il réussira à faire. L'État rentre à hauteur de 20%, mais Bruxelles exige qu'au bout de 3-4 ans, l'État recède ces 20% à un acteur privé. À l'époque, Siemens fait tout pour faire capoter l'opération. Parce que Siemens attend et se dit, si Alstom tombe en déliquescence, je vais récupérer les parts de marché pour pas très cher. Finalement, Alstom s'en sort. Il faut une première erreur de mon point de vue, c'est qu'ils vendent les chantiers de l'Atlantique. Là aussi, c'est une autre histoire. Ils se séparent des chantiers de l'Atlantique et ils n'ont plus que 2 pieds. Il faut bien comprendre que sur le marché mondial, vous avez des conglomérats. General Electric est un conglomérat qui exerce ses activités dans de multiples secteurs. Mitsubishi est un conglomérat qui exerce ses activités dans de multiples secteurs. Quand vous avez un secteur qui va mal, un autre peut compenser, et ainsi de suite. C'était le cas de la CGE. Mais à partir du moment où la CGE commence à vendre ses télécoms, vend ses Gélec, son ingénierie, vend ses câbles, vend ses chantiers de l'Atlantique, il lui reste 2 pieds, le ferroviaire et l'énergie. Alors que ses concurrents, eux, ont toujours plusieurs pieds, c'est le cas de Siemens, qui est dans de multiples secteurs, notamment le médical. Siemens est un des leaders mondiaux sur tout le matériel. D'ailleurs, quand vous allez passer des scanners, des IRM, vous regarderez, généralement c'est du Siemens. Ils sont sur l'énergie, sur l'informatique, ils étaient sur l'informatique, etc. Et Alstom est donc petit par rapport à ses grands concurrents. Finalement, l'entreprise s'en sort et Cron prend la direction et Bouygues rentre au capital pour remplacer l'État en 2006-2007 avec une idée, c'est je vais devenir, c'est ce que Sarkozy a vendu à Martin Bouygues, je vais devenir l'actionnaire de référence de l'ensemble de la filière nucléaire française. Il y a Areva, dont le capital est public, il y a Alstom, qui fabrique les turbo-alternateurs des centrales nucléaires notamment, et puis il y a EDF, qui est public. Et l'idée de Martin Bouygues, c'est de dire, moi je fais le béton des centrales, notamment les centrales nucléaires, je fais le béton du ferroviaire aussi. Donc il y a une complémentarité, et je vais devenir en quelque sorte le parrain de la filière nucléaire. C'est pas idiot, hein. Là-dessus, évidemment, c'est pas aussi simple parce qu'il y a des affaires d'ego. Il y a l'ego de M. Patrick Cron, il y a l'ego des différents dirigeants d'EDF qui se succèdent, et puis il y a l'ego de la patronne d'Areva, qui est très fort. Et elle ne veut pas entendre, évidemment, question d'un ensemble avec un actionnaire de référence qui s'appellerait Bouygues. Elle veut faire, à l'époque, et on revient sur le problème des privatisations, elle veut faire ce qu'on appelle une IPO, c'est-à-dire une mise sur le marché, où elle choisit ses actionnaires, essentiellement des fonds d'investissement, et elle divise pour régner, et elle reste à la tête. Elle ne veut surtout pas de l'État, et que l'État vienne lui dire quelle devrait être sa stratégie. Hein. Elle veut s'autonomiser grâce à la privatisation. Et donc, Nicolas Sarkozy ne réussira pas à faire entendre raison à la patronne d'Areva. Hein. Et c'est là, d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi, d'ailleurs. Oui, bah oui. Y avait-il des cadavres? Bon, y avait-il au moment des affaires de Karachi, etc. Dans les années 90, quand Anne Mauvergeon était le Sherpa de François Mitterrand, et qu'il y avait de l'autre côté Balladur, avec Nicolas Sarkozy, qui était secrétaire d'État au budget. C'est eux qui ont co-signé les accords de Karachi. Vous savez, les fameux sous-marins qui ont valu ensuite mort d'homme, etc. Et on parlait de rétrocommission à l'époque, etc. Toujours est-il que échec de ce regroupement de la filière nucléaire, et donc Martin Bouygues se retrouve un peu gros Jean comme devant.
avec un investissement dans Alstom qui lui a coûté quand même quelques milliards d'euros et qui ne lui rapporte pas véritablement, et cet espoir d'être le parrain de la filière nucléaire évanoui. Là-dessus arrive le cas de General Electric. Les Américains font la guerre. Je crois que Christian Arbelot vous en parlera. Ils font la guerre économique. Nous avons oublié. Mitterrand avait dit, pas dans ses mémoires, mais dans une conversation avec, je ne sais plus, un de ses biographes, il avait dit, vous savez, il y a quelque chose que les Français ne savent pas, c'est que les Américains font la guerre, une guerre économique, une guerre terrible. Vous avez bien vu. Et c'est vrai, et cette guerre s'est accélérée et s'est accentuée. Ils nous ont concédé de conserver quelques secteurs, mais les Américains n'ont jamais digéré le fait que les Européens aient construit Airbus, réussi à faire Airbus. Comme ils ne digèrent pas qu'effectivement nous ayons une filière énergétique autonome et que nous ayons des industries de défense relativement autonomes. Comme ils ne digèrent pas non plus que nous ayons une agriculture qui peut éventuellement concurrencer l'agriculture américaine. Eux, ils veulent régner en maître. Et ils utilisent pour ça tous les moyens de leur hyperpuissance, et notamment ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place progressivement un certain nombre de textes qui s'appellent le FCPA, Foreign Corrupt Practice Act, qui réprime la corruption. Ils ont mis en place un FATCA, texte qui réprime les fraudes fiscales, etc. Et ils ont ensuite exigé que les autres pays appliquent ces textes. Et si vous ne les appliquez pas, moi je vous poursuis parce que je peux tracer toutes vos transactions qui utilisent le dollar, toutes les transactions qui utilisent les logiciels américains, et à ce moment-là, dès lors qu'il y a une seule transaction en dollars, le droit américain s'applique. Et c'est ce qui va se passer pour Alstom. Ils ont déjà fait des coups semblables chez Total, chez Technip, sur Alcatel en 2006. Alcatel a dû payer une amende de 200 millions de dollars et ils ont été obligés de fusionner avec Lucent l'américain. Et là, General Electric a dans le collimateur les activités Alstom dans l'énergie depuis quelques années, et surtout depuis que Alstom lui a soufflé la filiale d'Areva, TND, dans ce qu'on appelle les réseaux intelligents, grid, les réseaux de distribution d'électricité intelligents. C'est Alstom qui l'a emporté contre General Electric. General Electric n'a pas beaucoup apprécié et a attendu son heure et a décidé à ce moment-là, un jour, de se payer effectivement les activités d'Alstom. Comment ça va se passer? Ça va se passer relativement facilement, parce que Alstom a dû, petit dans la cour des grands, face à General Electric, Mitsubishi et les autres, a été amené à prendre des contrats, ce qu'on appelle vulgairement dans le métier des contrats merdiques. C'est des contrats qui ne sont pas très importants et où il faut mettre un peu de liant dans les rouages pour faciliter, en clair, des commissions pour avoir ces contrats. Donc en 2003, Alstom a obtenu un contrat en Indonésie en versant 1 800 000 $ de commission, l'un à un cadre d'EDF local, l'autre à un homme politique. Comme Alcatel avait obtenu un contrat au Costa Rica en arrosant le président de la République de l'époque. Ces contrats avec commission, il y en a beaucoup. Siemens s'est fait prendre aussi par les Américains de la même façon. En 2010, les Indonésiens déposent plainte. Évidemment, instantanément, les Américains sont au courant. Il faut bien comprendre que les Américains savent tout ce qui se passe. Il y a la NSA, il y a la CIA, il y a toutes les 46 agences américaines, ils savent tout. Ensuite, avec la NSA, ils espionnent tous les mails, etc. Donc, ils savent instantanément qu'il y a cette action en justice contre Alstom. Ils se saisissent aux États-Unis de cette action contre Alstom et ils commencent à investiguer. Ils avertissent Alstom que, effectivement, ils sont soumis, en vertu du FCPA, à une investigation de la part du département de la justice américain et qu'on leur conseille de plaider coupable. Ce que va faire l'associé japonais sur ce contrat
d'Alstom. Alstom avait un associé japonais, Marubeni, qui plaide coupable. Alstom fait une erreur. Patrick Kron fait une erreur. Il néglige absolument l'offensive du DOJ. Hein? Il se dit, pas de problème, ça ne concerne pas les Américains, c'est un contrat en Indonésie, etc. Ce qu'il oublie, c'est qu'il y a d'autres affaires. Il y en a en Arabie Saoudite, etc. Donc les Américains, le DOJ prend mal le refus de plaider coupable et étend ses investigations à une série de contrats litigieux dans différents pays du monde. En plus, Patrick Kron va aggraver son cas. Patrick Kron sait qu'il lui faut nouer des alliances, qu'il n'a pas la taille critique. Et donc il se dit, je ne vais évidemment pas m'allier avec General Electric, ni avec Siemens, ce ne serait pas possible à cause de la Commission européenne, ni avec Mitsubishi. Je vais aller chercher des partenaires qui peuvent avoir besoin de moi, et moi je peux avoir besoin d'eux. Et c'est là qu'il commence à négocier avec les Russes pour avoir sur le ferroviaire, parce qu'il y a toute l'idée des routes de la soie, notamment toute la construction des lignes de chemin de fer entre la Chine et l'Europe, qui passent par le Kazakhstan, la Russie, etc. Donc l'idée d'avoir un partenaire ferroviaire russe n'est pas idiote. Et de la même façon, il conclut un accord avec une entreprise chinoise, Shanghai Electric, pour développer une société commune, une JV, en Chine, 50-50, pour développer des centrales à charbon nouvelle génération. Centrales qui polluent beaucoup moins grâce à des technologies qu'Alstom a développées. Et avec, en toile de fond, l'idée ensuite de faire un accord sur le nucléaire, parce qu'entre les Chinois et les Français d'EDF et d'Alstom, il y a un flirt depuis longtemps, puisque les premières centrales nucléaires ont été installées à Daya Bay par EDF et Alstom, et Framatome à l'époque. Donc, c'est une idée d'une alliance avec les Chinois, et la société est créée, la JV est créée, et son dirigeant s'appelle Frédéric Pierucci, un des 6 ou 7 cadres supérieurs d'Alstom, qui connaît la Chine, il parle mandarin, il a été 3 ans en Chine, et il a été aussi responsable de la filiale américaine d'Alstom au moment de l'affaire indonésienne. Et il se trouve que une des commissions est transitée par la filiale américaine. Les Américains poussent leur offensive. On est donc, la JV avec Shanghai Electric est signée au printemps 2012. À l'automne 2012, les Américains arrêtent un cadre d'Alstom États-Unis. Bon, vous savez les techniques, vous avez vu ça dans tous les feuilletons, c'est exactement comme ça que ça se passe, et ils le font craquer. Le type parle, les Américains ne disent rien, et ils inculpent secrètement Frédéric Pierucci. C'est-à-dire que Frédéric Pierucci ne sait pas qu'il est mis en examen par le département de la justice des États-Unis. Il se rend aux États-Unis en avril 2013, les cadres, ça voyage tout le temps, et arrivé à l'aéroport, à Kennedy Airport, clac, il se fait choper par le FBI, et instantanément, là, le cauchemar commence. Donc je vous conseille d'ailleurs son bouquin, Le piège américain. C'est non seulement c'est intéressant sur l'affaire Alstom, mais comme un reportage sur le système pénal et carcéral américain, je crois que je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi bien. Et à ce moment-là, les gens d'Alstom et Patrick Kron comprennent que l'affaire est excessivement sérieuse. Parce que le FBI et le DOJ disent à Pierucci, c'est pas vous ne nous intéressez pas, nous ce qu'on veut c'est Patrick Kron. Ce qu'on veut c'est vos dirigeants. Donc ils refusent de les couvrir, ils refusent de plaider coupable pendant un certain nombre de mois. Et là, Kron comprend tout de suite que l'affaire est sérieuse. Il envoie un émissaire auprès de General Electric en disant bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et en début février 2014, il y a une rencontre qui se passe au Bristol. 2 personnes pour Alstom, 3 personnes pour General Electric, et ils dealent à ce moment-là, ils se mettent d'accord sur le principe de la vente des activités énergie d'Alstom à General Electric. Le prix est évoqué. Ensuite, il y aura 2 mois de négociation. La contrepartie, bien évidemment, c'est Alstom vend ses activités énergie à General Electric. General Electric fait son affaire pour calmer le jeu avec le département de la justice
des États-Unis, hein, et vous, Patrick Cron, vous sauvez votre tête. Seul Pierucci est poursuivi. C'est ce qui va se passer. Le gouvernement français tombera des nues. Il ne tombera pas totalement des nues parce qu'il y avait effectivement un problème, c'était celui de l'avenir de Bouygues. Bouygues avait fait savoir qu'il souhaitait se retirer. Il a 30% d'Alstom, donc il avait fait savoir en 2012 qu'il souhaitait se retirer. Il y avait un nouveau secrétaire général adjoint à l'Élysée qui connaissait Bouygues et les dossiers, puisque chez Rothschild était une des banques de Bouygues et d'Alstom. Et donc Emmanuel Macron, puisque c'est de lui qu'il s'agit, demande à Azema, patron de l'Agence pour les participations de l'État, de commanditer une étude à un cabinet anglo-saxon, à T. Kearney, pour savoir qui pourrait remplacer l'actionnaire principal de Bouygues si Bouygues venait à sortir. Cette étude est faite, et évidemment, dans l'étude, on évoque General Electric. Le dossier sera enterré pendant quasiment 18 mois pour le gouvernement français. Mais ce qui est vrai, c'est que le 23 avril, quand l'affaire éclate au grand jour, on ne peut pas dire que le gouvernement français ne savait pas qu'il y avait un problème d'actionnariat chez Alstom. Bon, la suite est connue. Hein, on va amuser la galerie pendant 2 mois. On va faire semblant de faire un accord entre égaux. On va mentir, y compris la représentation nationale, puisqu'on mentira sur les co-entreprises. On fera croire que les co-entreprises sont à 50-50, ce qui est faux. Les co-entreprises étaient à 51-49, avec un engagement de rachat par General Electric au bout de 4 ans, ce qui se passera. Et finalement, l'opération se fait. General Electric, qui devait en principe prendre à sa charge l'amende, ne prendra pas à sa charge l'amende. C'est Alstom, ce qui reste d'Alstom, c'est le ferroviaire, qui devra payer les 772 millions de dollars d'amende. Et finalement, Alstom ferroviaire se retrouve tout seul, dans une position inconfortable. Et pour la suite, l'idée, c'est effectivement, Bouygues veut toujours sortir. Donc il faut trouver une porte de sortie à Bouygues. Et c'est là où on débouche sur l'accord avec Siemens. Mais ça, je crois que quelqu'un va nous raconter en détail. Voilà, merci. Très bien. Martial, merci d'être venu et on sait que tu as des contraintes et que tu connais parfaitement ce dossier. Je vous suggère de lire, pour ceux qui seraient intéressés, à la fois les livres et les déclarations dont vient de nous parler Jean-Michel Quatrepoint, mais le rapport qui a été fait par Martial Bourquin et son collègue Chatillon, hein, tu étais avec Chatillon, le rapport sénatorial sur l'affaire Alstom qui nous a quand même tous laissé... Juste avant que Martial s'en aille, Martial, je voulais te remercier au nom de toute l'intersyndicale pour le travail que tu as fait lors de la commission au Sénat auquel nous avons participé, et je remercierai également le député Olivier Marleix. Voilà, très bien.